Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration
entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très très riche, puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement de deniers publics et des caisses du trésor public. La campagne est donc nous difficile, avons la si chance, je comprends bien. Nous avons la chance aujourd'hui d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique politique basée sur l'offre et sur la production d'idées, sur une vision, mais sur un programme solide et la capacité à convaincre les Sénégalais. Alors et justement, sur ce programme, parce que vous le développez dans ce livre, en effet, vous proposez un sursaut patriotique qui est organisé sur un triptyque. Quels sont les 3 points de ce programme? Oui, nous avons présenté aux Sénégalais une vision qui retrace nos préoccupations aussi bien sur la question économique d'abord, qui est une question extrêmement importante, ensuite sur les réformes qui doivent accompagner cette vision politique, et enfin sur un certain nombre de points liés à la gouvernance publique. Nous avons considéré que l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans nos pays, c'est d'abord, sur la question politique, une inversion de nos systèmes politiques qui font que, pour le cas particulier du Sénégal, nous avons une économie tertiarisée, mais dominée largement par des intérêts étrangers, ce qui fait qu'au Sénégal, depuis quelques années, on nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Il y a également la question du modèle économique qui fait que, par exemple, vous voyez qu'au Sénégal, il n'y a pas de tissu industriel. Nous avons une économie construite autour du secteur tertiaire, donc les banques, les assurances, le commerce, une inversion. Or, nous considérons que dans la dynamique de développement de tous les pays, le passage par la transformation et donc le secteur industriel est extrêmement important. Le modèle économique que nous proposons aux Sénégalais est basé sur cela, maintenant alimenté par des filières fortes. Alors effectivement, vous proposez de passer effectivement d'un système commercial plutôt à un système industriel. C'est pas seulement une révolution économique, c'est aussi une révolution culturelle au Sénégal. Comment est-ce que vous comptez, si vous êtes élu, comment est-ce que vous comptez opérer cette révolution culturelle? Vous savez, madame, ma conviction, c'est qu'on ne reprend pas l'histoire, on ne crée absolument rien. Il y a des modèles qui ont été expérimentés un peu partout et qui sont pratiquement uniformes. Le modèle qui a été appliqué ici en Europe lors de la révolution industrielle et qui a été appliqué en Amérique, qui a été appliqué récemment par les pays dits émergents, c'est exactement le même modèle. Il faut que nous, Africains, nous acceptions de comprendre que le développement, c'est un cycle qu'il faut respecter, c'est un certain nombre d'étapes que vous ne pouvez pas sauter pour vous retrouver immédiatement développé. Et dans l'implémentation, je pense que c'est aux gouvernants de définir un programme et une vision et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, c'est parce qu'il y a eu le leadership qu'il fallait et qui oriente les peuples vers ces nouveaux modèles, qui oriente les peuples vers ces nouvelles préoccupations, évidemment avec la formation à la base, l'éducation, mais également avec un certain nombre de principes qu'il faut appliquer quand il s'agit de la gouvernance publique. Alors, en quelques mots, parce que c'est quelque chose de très important dans ce livre, vos 3 points, c'est le patriotisme, vous dites le travail, l'éthique, parce qu'en réalité, vous parlez de mal-développement pour le Sénégal, alors que le Sénégal est généralement loué pour son taux de croissance, pour sa stabilité politique. Qu'est-ce qui vous fait dire pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal ? Mais madame, vous savez très bien que le Sénégal est classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Ça suffit comme indicateur. Le Sénégal est l'un des pays les plus endettés. Le Sénégal enregistre un taux d'insécurité alimentaire constant de plus de 16%. Le Sénégal
a un système sanitaire qui est complètement par terre, un système éducatif qui n'existe quasiment plus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous cite toute la litanie pour savoir... Alors justement, c'est très intéressant. Vous parlez beaucoup de cette dette qui plombe le Sénégal. Vous dites que vous voulez renégocier les contrats léonins avec les multinationales. Alors beaucoup de chefs d'État africains ont essayé, pas beaucoup y sont parvenus et certains ne sont d'ailleurs plus là pour en parler. Le Sénégal est très dépendant, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous souhaitez faire pour vous dégager de cette contrainte et pour tout renégocier si vous étiez élu? Oui, vous posez là deux questions en une et je suis très content que vous liez la question de la dette à la question de la gestion des ressources souveraines. Nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes dépendants parce que quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux où on vous dit, venez, on vous prête, mais en contrepartie, nous allons avoir une mainmise sur ces ressources-là. Et c'est justement le lien que nous établissons. Il faut casser ce cycle et pour casser ce cycle, il faut gagner le combat pour la souveraineté. Souveraineté dans notre capacité à gérer nous-mêmes et dans le meilleur des intérêts du Sénégal. Politique monétaire notamment, puisque vous souhaitez sortir notamment du franc CFA. Évidemment, c'est l'autre aspect, c'est le franc CFA, c'est les accords de partenariat économique. Nous ne pouvons pas être dans un espace où nous ne pouvons pas avoir développé de politique monétaire pour la simple raison qu'on nous considère comme étant irresponsables et immatures pour gérer une monnaie et qu'il faut pouvoir faire garantir cette monnaie ailleurs en déposant 50% de nos réserves pour avoir la garantie d'être arrimé à une monnaie extrêmement forte, c'est-à-dire l'euro, qui ne nous permet pas, nous, puisque le fait que l'euro soit une monnaie très forte, fait également que le franc CFA est une monnaie très forte pour des économies très faibles. Ça fait partie de vos solutions qui sont donc données dans ce livre, Solutions d'Ousmane Sonko, député sénégalais, président du PASTEF, candidat à la candidature pour la présidentielle au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'est déjà terminé. Merci à vous, c'est la fin du Journal Afrique. C'est moi.